Alors, conclusion de l'article Answer Set Programming Primer. Donc, l'Answer Set Programming, c'est un paradigme qui est en plein essor pour la résolution de problèmes de manière déclarative, qui a émergé de la programmation logique et du domaine des raisonnements non monotones. De plus, Answer Set Programming s'est diffusé dans plein de domaines d'application pour résoudre un certain nombre de problèmes concrets. Un certain nombre de solvers answer set sont disponibles, qui fournissent en fait une variété de manières de constructeurs et de propriétés pour la modélisation de problèmes, aidant ainsi l'utilisateur à trouver la bonne formalisation de ces problèmes dans d'une manière naturelle et compréhensible. Alors là, j'ajouterais comme remarque qu'effectivement, en fait, mais ça c'est une remarque pour la programmation déclarative, à partir du moment où on a une programmation déclarative, finalement, de résoudre un problème va revenir essentiellement à exprimer le problème de la bonne façon. Donc on revient au texte. Comme pour le web sémantique, donc des extensions des langages ASP basiques et des formalismes basiques ont été développés, chacun ayant un but différent en général. Par exemple, pour fournir un formalisme qui va combiner les règles et les ontologies. Donc on peut citer comme exemple les programmes DL, DL plus log et les MKNF bases de connaissances, les programmes logiques conceptuels, les bases de connaissances hybrides et gardées, ou bien l'Open Answer Set Programming. On peut, ou bien aussi, donc ça c'était le premier exemple d'extension de l'ASP, fournir un lien qui permet de combiner les règles et les ontologies, mais on peut aussi avoir comme extension obtenir des formalismes plus généraux qui permettent d'accéder et d'interfacer les données du web sémantique, comme par exemple les programmes X, ou bien les systèmes comme DLVX, OntoDLV et JABATA. Alors l'intérêt dans l'Answer Set Programming et la pertinence de la sémantique des modèles stables sous-jacentes peut être a été attesté à la dernière édition de la conférence internationale ILP, qui a dédié une session spéciale. Alors du coup là c'était en 2008, si je ne me trompe pas, pour discuter donc de l'influence de la sémantique des modèles stables sur le champ de la programmation logique. Il a été dit que on constatait qu'ASP était un domaine vraiment en plein boom, en plein essor, dans lequel, malgré des avances et des développements ces dernières années, il y avait encore un certain nombre de challenges à relever. Alors que la théorie de l'ASP est bien développée et que ses applications sont en pleine expansion en nombre, le déploiement de l'ASP à une échelle industrielle nécessite encore des efforts. CF la conférence de Nicolas Leone à LPNMR en 2007. Donc la prochaine génération de Solver Answer Set doit être développée dans cet esprit d'apporter un meilleur support aux besoins en pratique. Parmi ces besoins, on a la gestion de structures de données complexes comme les listes, les ensembles, les enregistrements, etc. Et donc, d'une manière sous-jacente, en fait, ça fait le lien avec les symboles de fonction. On rappelle que, par exemple, en Prolog, les listes sont une syntaxe spéciale pour des symboles de fonction. On peut d'ailleurs réimplémenter en tant qu'utilisateur avec des symboles de fonction adaptés une structure de données liste.
donc du coup, puisque il semble qu'on a besoin de ces symboles de fonction, il semble qu'on ait besoin d'aller au-delà du fragment datalogue de la programmation logique, avec tous les problèmes que ça peut impliquer, hein. Puisque comme mentionné en section 7, on avait en fait banni de manière assez large les symboles de fonction parce que très, très vite, on arrive sur des problèmes d'indécidabilité. Donc, seulement plus récemment, malgré tout, il y a quand même des travaux sur des classes décidables et des implémentations de prototypes concernant la sémantique des modèles stables avec des symboles de fonction qui ont été menés. Donc, ça serait intéressant de voir si depuis 10 ans, on a eu des avancées dans ce domaine-là. En tout cas, à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, les symboles de fonction euh, étaient attiraient une attention croissante en termes d'ajout à l'ASP et à tout ce qui était développé. Alors, la classe des programmes oméga restreints a été implémentée par-dessus en surcouche de S-model. Et la classe présentait récemment des programmes finitely ground dans le système DLV complexe a été aussi implémentée en surcouche de DLV. Et donc tout ça, ça a pour but de fournir des symboles de fonction dans un cadre décidable, ce qui permet de supporter des listes et des ensembles, à côté des librairies qui vont permettre leur manipulation. Cependant, dans les deux systèmes, les modèles sont toujours finis, ce qui empêche la modélisation de processus et d'objets infinis. Donc les classes comme les programmes finitary programs, comme les programmes finitement récursifs, les FDNC programmes et les BD programmes n'ont pas cette restriction. Mais par contre, on n'a pas d'implémentation. En tout cas, à l'époque, au moment de l'article, a priori, il n'y avait pas encore d'implémentation. En lien avec ce problème est le problème de la construction de modèles incrémentales, qui est d'un intérêt particulier pour les applications qui raisonnent sur les actions et sur le changement. Un modèle peut décrire l'évolution du monde qui arrive d'une époque à l'autre. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ici, on désire en fait dans ce problème-là construire le modèle en fonction de l'évolution, pas à pas. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais, oui, c'est-à-dire que par exemple, c'est intéressant pour le planning. Donc, des travaux récents sont allés dans cette direction, aboutissant à un cadre formel pour la construction de modèles incrémentales. Un autre problème de pertinence par rapport à la pratique, c'est la modularité dans l'ASP. Et c'est le fait de fournir des liens pour réutiliser du code. Donc là, on est plus à la limite dans de l'ingénierie logicielle finalement. Alors que la modularité a été reconnue comme étant un aspect important plus d'une décennie, c'est-à-dire, oui, c'est ça, à la fin des années 2000. Euh, donc voilà, même avant, les années 90. Pardon, pas à la fin des années 2000, à la fin des années 90, et durant les années 90. Puisque, par exemple, donc là c'est une remarque perso, puisque par exemple, on voit apparaître, et même on voyait déjà apparaître la capacité pour les prologues de pouvoir proposer l'organisation du code en modules, même dans des langages qui aujourd'hui sont plus utilisés, comme par exemple le langage Gödel, qui est un langage à syntaxe Prolog pour faire essentiellement de la métaprogrammation ground.
Enfin bref. Voilà, donc la modularité a été reconnue comme un aspect important. Et par rapport à l'ASP, euh, c'était il y a une dizaine d'années, donc seulement un problème récent par rapport à l'attention qu'on lui a portée. Il y a aussi l'utilisation de macros et de templates qui permettent aussi d'aller dans cette direction, dans la direction d'une meilleure réutilisabilité du code. Spécifiquement dans le contexte du web sémantique, un formalisme modulaire avec des programmes logiques non monotones multiples et le cadre MWeb donc a été conçu. Le formalisme aussi de 73 permet de faire le lien entre des programmes logiques qui sont accessibles via le web, c'est-à-dire des programmes logiques, c'est-à-dire que les programmes logiques peuvent faire référence à des programmes logiques qui peuvent faire référence à des bases de connaissances distantes distribuées sur le web. Donc MWeb essaie d'améliorer le web sémantique avec des notions de portée et de contexte pour des bases de règles web modulaires. Et porte un intérêt particulier au support du fait de pouvoir cacher de la connaissance et à l'usage sécurisé de la négation faible et de la négation forte. De même que à l'usage de modes de raisonnement différents, multiples. Cependant, la plupart de ces approches euh, vont réduire en fait un système de modules polynomialement dans un seul programme global et impose des contraintes par rapport à l'utilisation de la récursivité, ce qui fait que ça limite en fait l'expressivité. Alors il y a une approche récente, en tout cas à l'époque, qui est citée ici, qui n'a pas ces contraintes-là, mais par contre, son expressivité assez haute est accompagnée d'une complexité très haute dans le pire des cas, en général. Et donc des algorithmes efficaces et des implémentations de cadres ASP aussi expressifs, encore plus expressifs, naturellement modulaires. Finalement, c'est un problème de recherche intéressant. Ce serait aussi intéressant de voir comment le domaine a évolué depuis. Alors concernant l'efficacité, alors évidemment, hein, les améliorations des solvers pour de l'ASP ordinaire c'est toujours intéressant. Donc dans les années 2000, il y a eu un gros travail d'optimisation basé sur l'équivalence de programmes et initié par un papier séminal 116 ici, qui a introduit la notion d'équivalence forte entre des programmes logiques non monotones euh, qui, euh, qui prennent la non-monotonie en compte et qui aboutit à une famille complète de notions d'équivalence qui peuvent être utilisées pour réécrire un programme dans un programme équivalent. Euh, voilà, et donc il y a plusieurs papiers qui sont cités ici. Un autre problème par rapport à l'efficacité, c'est le traitement des programmes ASP non-ground euh, afin de surmonter le blocage qui peut se passer intrinsèquement avec la phase de grounding dans notre architecture en deux étapes, enfin dans l'architecture en deux étapes de la plupart des solvers en source 7. Donc du travail est en cours par rapport à ça, des techniques
pour effectuer du grounding partiel ou du grounding paresseux semblent être intéressantes. Cependant, les techniques de grounding des solveurs AS avancés sont très sophistiquées et dans la plupart des cas très efficaces. Donc un travail intéressant à cet égard est le travail de l'article 120 qui définit en fait des answer sets pour des théories du premier ordre qui peuvent être des modèles non errants en termes de formules de logique du second ordre. Et du coup, ça évite le grounding et en même temps, il reste à voir si cette approche peut vraiment être effectivement implémentée en réduisant par exemple des fragments des formalismes au, permettre, des fragments de ces formalismes pour les prouveurs de théorèmes standards. Finalement, donc pour déployer à une échelle plus large, l'ASP a besoin, en tout cas, avait besoin au moment de l'article, d'outils de génie logiciel, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et de méthodologie. Parce qu'on a vu, là, pour la méthodologie, là, du coup, là, c'est une remarque que j'ajoute. Ouais, on a vu que, enfin, avec les design patterns, notamment, que modéliser un problème en ASP, c'était quand même pas forcément trivial et que enfin, fallait bien connaître la sémantique sous-jacente, ce qui est un frein clair au déploiement du langage à une échelle industrielle. On peut pas demander aux programmeurs qu'ils aient une connaissance complète de la théorie pour pouvoir faire de bons programmes. Ou alors simplement ça va se limiter à quelques développeurs qui seront en réalité des scientifiques. Donc, en comparaison d'autres langages de programmation, il y a en fait, en tout cas, il y avait à l'époque très peu de support pour les programmeurs, c'est ce qu'on dit, et des environnements de programmation ASP intéressants, riches, manquent. Euh, Par exemple, les débuggers, la visualisation, puis plein de librairies, enfin, voilà, tout ce qui fait qu'un langage de programmation peut être réellement utilisé en contexte industriel. Donc, il y a un workshop international hein, sur le génie logiciel pour le Lancer Set Programming qui a été initié euh, et qui cherche et qui s'intéresse à ces problèmes. Donc on attend dans un futur proche, et ça serait là aussi encore très intéressant de savoir ce qui a été fait depuis. En conclusion, bien que l'ASP ait été développé vraiment intensément ces dernières années, il manque encore enfin, il y a encore beaucoup à faire dans un domaine de recherche qui est très excitant à la fois au niveau théorique et au niveau applicatif.